Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une artiste polyvalente, tour à tour danseuse, comédienne, chanteuse. Désormais, elle est plutôt auteure, metteur en scène. Elle a fait un tabac avec Open Space, Monsieur X, Le Banquet. Interview sans phare, si je puis dire, petit clin d'œil avec Mathilde Amet. Ravie de vous accueillir, Mathilde Amet. Ravie d'être là. Sur KTO, alors vous venez pour nous présenter votre dernier spectacle que j'ai eu la joie de voir, qui s'appelle Make-up, justement, au Studio Marigny. Un huis clos dans un camion de maquillage. Un carloge, oui, on appelle ça un carloge maquillage. En fait, c'est un camping-car réaménagé en un endroit, une loge en fait de maquillage, coiffure. Maquillage, coiffure, où on voit 6 comédiens, 2 qui incarnent des maquilleurs-coiffeurs, 3 acteurs et un régisseur-réalisateur. Ouais. Dans une interaction incroyable, improbable, on peut dire décoiffante. Regardez. Alors on peut citer les 6 comédiens qui sont vraiment excellents parce qu'il y a des performances d'acteurs incroyables. Ouais. Arnaud Maillard, Marc Maury, Patrick Mazet, Yannick Mazzilli, Deden Volk et Anouk Vial. Deden Volk-Leonovitch et Anouk Vial. Oui. Anouk Vial, qui est patente, qui joue la comédienne avec des mimiques incroyables. Alors comme vous l'avez entendu et vu, c'est assez surprenant parce que quand on ne connaît pas le style Mathilde Amet, eh bien on peut être surpris. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole, mais il y a du texte inintelligible. Oui, c'est une imitation de la parole. Un peu humoristique, parce que c'est du borborigme. Le borborigme, c'est comme une sorte de grommelot, c'est une parole qu'on comprend, même si elle n'est pas intelligible, puisque c'est la musique de la parole, plus l'intention du comédien, le geste, qui va donner le sens et la compréhension. En fait, tout le monde comprend, hein. Mais c'est juste, c'est plus drôle. Et puis, en fait, ça s'appelle du théâtre visuel. Donc, moi, j'ai à cœur de montrer à quel point tout est parlant, en dehors de ce qui est verbal, et le geste, l'attitude, le visage, l'expression, le mouvement, enfin, tout pour moi raconte quelque chose et tout fait sens. Pourquoi ce parti pris depuis Open Space déjà C'est un vrai parti pris. Ouais. Un langage universel que vous avez voulu déployer, qui s'exporte aussi facilement, à vrai dire, parce alors j'ai pas pensé toutes les pièces peuvent être jouées partout dans le monde. C'est vrai, mais j'ai pas pensé à ça. J'avais pas cette vision de conquérir le monde, mais c'est aussi une façon pour moi de solliciter le spectateur un peu différemment, de partager avec lui cette observation très aiguë que j'ai depuis l'enfance du comportement humain qui me passionne réellement, profondément. Et pour qui sait observer, en réalité, c'est une chance. Ça peut être un fardeau, au départ, d'être une éponge qui absorbe tout, les sons, les comportements, les attitudes, et d'avoir une espèce de grille de lecture tout le temps assidue sur tout le monde. C'est un peu pesant, sauf si on le transforme et qu'on en fait quelque chose. En l'occurrence, là, ça devient un matériau passionnant. Et j'adore transmettre les émotions, le ressenti de façon plus peut-être directe. Les mots, d'une certaine manière, créent pour moi une sorte de distance. Mettre en mots, c'est aussi un petit peu mettre à distance le ressenti. Les mots sont la conséquence d'un ressenti. Mais avant les mots, il y a d'abord la perception première, qui est le ressenti. Donc j'ai envie d'accéder, de mettre en contact, si vous voulez, le spectateur et l'acteur de façon directe, sans passer par une intellectualisation. C'est un peu le but de ça. Puis je trouve qu'il y a aussi beaucoup de paroles creuses qu'on subit au quotidien et que ça fait du bien aussi. Et je joue avec le silence, parce que le silence aussi est intéressant. Et d'ailleurs, il n'existe pas vraiment. Il y a toujours des micro-sons, des choses dont on peut prendre conscience, justement parce qu'il n'y a pas de mots. Et puis, comme je dis toujours, quand on ferme les yeux, on entend mieux. J'ai l'impression qu'on observe mieux quand il n'y a pas de mots.
Et je vois bien, le spectateur, il est beaucoup plus attentif, actif que lorsqu'il y a les béquilles habituelles des mots, on va dire. Alors on parle des mots, du langage, c'est quand même une spécificité très humaine. C'est ce qui fait qu'on est humain. Pas seulement. J'entendais un sociologue, je crois, raconter que à la préhistoire, on avait retrouvé alors des ossements humains fracturés. Ce qui veut dire que quand les animaux se fracturent une patte, ils meurent de faim. Mais là, ça veut dire qu'il y a des humains qui ont survécu à des fractures et que donc c'est par l'entraide et l'empathie que les humains ont pu survivre. Et donc c'est pour moi la condition de survie de l'humain dépend de l'empathie finalement. De l'autre. Et de l'entraide, ouais, de l'autre. Oui, c'est une fracture ressoudée. Une fracture réparée, oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu un Donc, être humain qui s'est occupé de l'autre pendant un certain donc temps. Parce qu'une fracture, ça prend du temps. Oui. N'est-ce pas? Et Je voilà. dis petit clin d'œil qui dit oui. Ouais. Vous n'avez pas eu aussi une fracture? Non, une entorse. Une entorse. Voilà, ça arrive. Bon, ça se répare plus rapidement. Oui. Pourquoi la thématique du cinéma, des coulisses du cinéma cette fois-ci? Vous qui avez exploré le monde du travail, le mariage, pourquoi le cinéma maintenant, derrière le cinéma? Alors il y a beaucoup de fantasmes autour du monde du cinéma, on imagine quelque chose de très glamour. Et il m'est arrivé une petite anecdote drôle, c'est qu'un jour j'étais sur un tournage comme actrice et je suis tombée malade et il y a un médecin qui est venu. Et il arrive dans le carloge maquillage où j'étais, il rentre et il dit « Bon. » Alors, je lui dis, vous êtes déçue? Il me dit, bah oui, quand même, vous êtes Mathilde Amet. Et en vrai, il s'était imaginé quelque chose de beaucoup plus glamour. Et puis j'ai beaucoup observé dans mes années d'actrice certains corps de métier, les maquilleurs coiffeurs qui arrivent avant tout le monde, qui repartent très tard, c'est des conditions de travail physiquement éprouvantes. Un carloge, il est dehors, en extérieur, on tourne dans des conditions climatiques parfois dures, on est en vêtements d'été, on joue comme si on était en été, mais c'est l'hiver. C'est ce qu'on voit dans le spectacle. Voilà, et c'est l'hiver dans le spectacle. C'est du vécu en fait. Oui, beaucoup mais vous savez, la magie et l'absurdité, la drôlerie, le pathétique, tout est dans le réel. Enfin, moi, je ne vais pas inventer des trucs, je regarde bien et j'adore regarder. Donc, j'ai vu ces corps de métier, j'avais envie aussi de rendre hommage à ces métiers difficiles et à leur pénibilité. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans ce lieu clos qui est le carloge, c'est la proximité. Et cette promiscuité, donc ce vivre ensemble, ce confinement, dans une sorte d'endroit comme ça, à l'étroit, en relation directe, physiquement quasiment, avec toutes sortes de personnes qu'on n'a pas choisies. Je trouve ça très intéressant. Il y a toutes sortes de couches sociales qui peuvent se mélanger. Là, il y a des stars adulées, concerts avec qui on est aux petits soins, etc. Puis il y a les acteurs de seconde zone, on va dire, qui sont mis de côté, à qui on... mais qui du jour au lendemain à qui on peuvent n'arrête devenir pas la parole. Et puis célèbres, oui, avec des inversions, effectivement, c'est très ce qui se intéressant. passe dans le spectacle. Et puis il y a un rapport au temps qui est très particulier, avec une urgence à finir la journée parce que le plan de travail, c'est impossible à tenir, donc tout le monde est sous pression, beaucoup de choses à prouver, tout le monde a des choses à prouver, les comédiens sont sous pression, surtout s'ils sont connus, il y a une attente. Donc il y a ça, et puis tout à coup, alors il y a cette urgence à finir la journée, absolument, donc il y a les régisseurs qui courent partout pour vite, on y va, on tourne, vite la lumière baisse, il faut tourner avant la fin de la journée. Donc une panique, du stress, beaucoup de tension. Et puis des moments d'attente interminables pour certains comédiens qui parfois se préparent. C'est pas une attente où on fout rien, c'est une attente où on se prépare, on se met en condition pour jouer. On se concentre. Et parfois ce moment n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on se prépare toute la journée, on dit ah non, aujourd'hui on va pas y arriver. On met ça demain, bisous à demain. Et c'est le cas de cette comédienne notamment, voilà, par exemple, qui attend toute la journée, qui se concentre. Prépare, qui se concentre. Et donc c'est à la fois un sas de concentration et une cellule de crise. Est-ce que c'est vous un peu cette comédienne ? Ah oui, incarné par... c'est beaucoup de comédiens et comédiennes, ça pourrait être un homme aussi. Mais voilà, qui a cette attente. Qui attend. On attend le coup de fil de l'agent. Je dis que c'est vous parce que c'est la seule comédienne. Il y a sinon deux comédiens qui incarnent deux acteurs. Voilà, c'est pour ça. Oui, mais voilà, je ne me suis pas axée sur féminin ou masculin. Je crois que c'est le statut même de l'acteur où il y a l'attente
pendant le tournage, puis il y a l'attente du rôle, il y a l'attente du coup de fil de l'agent, il y a l'attente de la suite, de l'avenir. Il y a cette interrogation qui est permanente et qui fragilise. Alors on parlait beaucoup des mots, du langage, des textes, et je crois qu'il y a quand même du texte, du sous-texte, puisque vous me disiez en coulisses, c'est le cas de le dire, que vous écrivez, tout était écrit en fait. Ah oui, c'est très écrit. Oui. C'est-à-dire que je donne aux comédiens vraiment la pièce qui explique absolument tout, qui raconte les mouvements, les gestes, les sons et ce qu'ils se racontent. Et je mets entre parenthèses les pseudo-dialogues. Il dit un truc du genre mais ça va pas bien. Donc non il y a une intention à chaque fois. Ah ben, tout est très précis, les situations, les intentions, les gestes, même l'endroit où ils s'assoient, enfin tout est écrit, la mise en scène est aussi écrite. Donc les sons sont là même en amont, la musique aussi, et quand on arrive en répétition, chacun a sa trajectoire et même ses places. Après, évidemment, ce qui est intéressant dans la création, c'est le mélange entre l'idée et l'incarnation de l'idée par les personnes. Quand cette idée passe par le prisme d'un humain, avec sa grille de lecture à lui, ce que ça donne là, comment ça se transforme par son biais, ça m'intéresse aussi beaucoup, évidemment. Alors vous parlez de la musique, on entend aussi de la musique, il y a d'ailleurs... beaucoup de musique. On sent que vous êtes musicienne aussi, il y a du rythme, il y a ces silences, parce que pour entendre la musique, il faut les silences, et ce rythme. Et on entend notamment la musique du rappeur Sly Johnson, qui est votre compagnon, depuis qui est mon mari. Votre mari, pardon, depuis une dizaine d'années. Oui, c'est pas seulement un rappeur, c'est un chanteur, beatbox, tout ça, musicien, mais musicien vocal et polyvalent, donc il sait vraiment tout faire. Et là, tout le parti pris de la musique du spectacle, c'est uniquement à la voix. Mais personne ne peut imaginer que c'est uniquement la voix, parce qu'il sait reproduire les sons des instruments. Donc il y a même un passage symphonique, un peu façon Marvel, qui est fait avec des cuivres et tout. Et en fait, c'est uniquement sa voix. Donc ça donne une couleur. Incroyable. Ah oui, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais ça donne une couleur particulière qui est un peu intemporelle. Ça fait une musique qui n'est pas datée. C'est que de la voix humaine, mais avec des effets et tout. Et puis il y a beaucoup de sound design. Parce que ça, j'ai une passion pour le sound design qui s'utilise plutôt au cinéma. Hein. C'est l'amplification du son, en fait. Quand on entend un coup de poing au cinéma, c'est jamais un bruit normal, c'est un bruit amplifié. Et ben là, j'utilise le sound design au théâtre. Ça a souvent un effet comique intéressant. Puis aussi de réalisme, d'immersion. Par exemple, quand ils ouvrent la porte du carrelage, on a le son du vent avec la neige, la tempête dehors, quoi. Donc on a vraiment la sensation du froid à chaque fois qu'on ouvre cette porte. Et donc tout contribue, si vous voulez, à plonger vraiment le spectateur en immersion. Ça, c'est sûr. Il a fallu beaucoup de travail, parce que c'est vraiment millimétré. Vous dites que ce son, vous ouvrez la porte à l'instant même, on a le son, on s'y croirait. Il faut une synchronicité non seulement entre les comédiens, puisqu'il y a des arrêts sur image, donc ils doivent être vraiment totalement connectés les uns aux autres, mais aussi avec les techniciens. Ça fait un tout, et tout le monde est important. Le régisseur son, il doit vraiment être en phase totalement avec même l'intention du comédien ou des comédiens ensemble. Enfin, et la lumière. Tout le monde. Passer de danseuse chorégraphe aide. Oh, évidemment. En fait, mes spectacles sont le fruit de toutes mes vies. Toutes vos expériences, oui. Des disciplines que j'ai traversées, que j'ai pratiquées, et puis aussi mon goût, mes passions pour la musique comme base, puisque c'est très orchestré finalement. C'est comme une partition, hein. Avec son timing très précis, à la seconde près, le geste. Mais ce qui est intéressant dans ces spectacles sans parole, c'est de mesurer l'impact et la valeur du mouvement et du geste. L'impact signifiant et évocateur d'un moindre geste. Parce que finalement, on a beaucoup de grilles de lecture pour se comprendre. Et on croit que c'est toujours par la parole qu'on se comprend. Mais je crois qu'on a beaucoup d'autres signaux qui sont intéressants à décrypter. Je vous propose de poursuivre avec notre deuxième partie où on va parler de mots quand même, MOTS, et peut-être MAUX, on verra. Je vais m'éclipser, me retirer et je vous laisse avec les 4 mots que je vous propose. Ah. Entendu ? À tout de suite. Bon, d'accord. À tout de suite, Mathilda. Mathilda, oui, je suis là. Pas très loin de vous. Est-ce que vous êtes bien ? Oui, très bien, très confortable. C'est très douillet. Il est confortable ce studio, c'est vrai. Allez,
c'est parti pour le premier mot que je vous propose, et c'est le mot nom. N-O-M. Le nom. Le nom. J'associerais directement avec lignée. La lignée, transmission. Le nom, c'est une histoire, c'est un passage, c'est un cheminement générationnel. Passage ou pas sage. Alors moi, j'ai changé de nom. Alors justement, c'est pour ça. Ouais. C'est une drôle d'histoire. Je vous amène un petit peu sur ce terrain-là, puisqu'il y a eu beaucoup de changements chez vous, mais aussi du côté de votre papa. Donc votre vrai prénom et nom, on peut les donner. C'était Karine Haïm. À la base, je m'appelle Karine, donc c'est mon prénom quand je suis toute petite, qui a changé à l'âge de 8 ans, parce que j'ai questionné sur le... J'aime pas mon prénom, comme on peut dire quand on est enfant, et puis ma maman m'a dit, change. Donc j'ai regardé dans le calendrier, à 8 ans, puis j'ai trouvé Mathilde. Je me suis appelée Karine Haïm, puis Mathilde Haïm. Et ensuite, quand j'ai fait mon premier film, un producteur que je ne connaissais pas a dit « Ah, mais ça sonne mieux que Haïm ». Et mes parents ont dit « Ah oui, très bien ». Et donc, je suis devenue Mathilda May, sans vraiment l'avoir choisi. Voilà. Alors, mon acte de naissance est une sorte de brouillon fait de ratures. Il a fallu faire un peu le tri dans toutes ces ratures sur le plan identitaire. Ça a été une enquête presque, un travail en tout cas sur moi pour construire cette identité qui était un peu bancale avec ces changements de nom, prénom, parce que le prénom et le nom, c'est quand même signifiant d'une transmission, d'une origine. Ça raconte son identité sexuelle, sa lignée, sa culture. Enfin, ça raconte beaucoup de choses. Donc, l'effacer, ce n'est pas sans conséquence. Et donc, j'ai dû me réapproprier mon identité en incluant Mathilda May, qui est une partie de moi, mais pas seulement. Et justement, pourquoi ces changements, cette réappropriation? C'est vrai que votre père avait un petit peu fait la même chose de son côté. Oui, mais ça, je l'ai découvert plus tard. Oui. C'est-à-dire, moi, je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais comme quoi, c'est dans votre lignée. Lui-même s'appelait Lévi, il a pris son deuxième prénom, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Haïm. Il s'appelait Lévi, mais ça, je ne le savais pas. Enfin, c'est le grand-père, c'est le père qui s'appelait Lévi. À un moment, le Lévi a sauté, je ne sais pas trop pourquoi, donc Haïm est devenu le nom, mais ce n'était pas vraiment le nom. Enfin, bon, il y a eu un petit flottement là au niveau de l'identité, et ça se fait quand même. Enfin, il y a pas mal de comédiens qui ont des pseudos, donc mon père a dit mais ça se fait très bien d'avoir un pseudo, et comme il n'était pas accroché à son nom Haïm, il s'est pas battu pour que je le garde, et à l'époque j'étais même pas majeure, je crois, donc j'ai même pas eu droit au chapitre, et là c'est un peu mais un peu tombé dessus, quoi. Et puis j'ai été choisie pour faire des films. Ça a été un moment magique parce que, mais voilà, avec ce nom qui ne m'appartenait pas vraiment, donc c'était un peu comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre que moi. Donc, mais voilà, aujourd'hui, je me suis réapproprié cette identité-là, je l'ai construite, et puis je vis avec sereinement aujourd'hui. Sereinement. Aujourd'hui, oui. Ça n'a pas toujours été facile. Non. C'est-à-dire Mathilda May, c'était pas vraiment vous? Ben non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un prénom que j'avais choisi, à toute petite enfance. Enfin, je pense pas que ça revienne aux enfants de choisir leur prénom. Justement, faire un enfant, lui attribuer un prénom et un nom, c'est une manière de le nommer, de le désigner, et donc de le désirer aussi. Votre mère a eu tort d'accepter cette demande de votre part à 8 ans? Elle a votre maman qui était suédoise. Ma maman est suédoise, et donc elle a cru bien faire, parce qu'en Suède, c'est vrai qu'ils étaient très précurseurs sur l'éducation de l'enfant et sur l'écoute du souhait de l'enfant par rapport aux Français. Donc ils avaient beaucoup d'avance là-dessus, sur le respect de l'enfant, etc. Donc quand je dis j'aime pas mon prénom, Karin, à la suédoise, il y avait peut-être quelque chose que je questionnais au sujet de cette origine-là, puisque je ne parle pas de suédois, et qu'il y avait peut-être quelque chose là à questionner. Bon, c'est un peu psychanalytique tout ça, mais je crois que j'ai voulu aller dans le sens de ma mère en francisant mon nom, qui, elle, voulait absolument être
parisienne, française. Pour elle, la France, c'est le pays absolu, merveilleux. Et donc, elle a toute sa vie, elle a un peu mis de côté sa langue, on parle français. Et du coup, je crois que je suis allée dans son sens, finalement, en choisissant Mathilde, bien français, quoi. Et dans le sens de l'intégration. En fait, quand on est le fruit de l'immigration, on porte aussi, nous, enfants de l'immigration, le souhait profond de l'intégration, qui est une chose obsédante pour les parents, qui souvent ne veulent pas faire de vagues, veulent rentrer dans le moule, être acceptés. Et cette acceptation, elle se traduit dans... Voilà, elle irradie aussi dans la vie de l'enfant lui-même, qui, même s'il est né en France, porte encore. Et ça m'arrive d'avoir cette nécessité d'être accepté. Ça fait partie de ma génétique, presque. De votre histoire. Ouais. Il faut rappeler effectivement que votre papa, Victor Haïm, est donc d'origine gréco-turque de Salonique. C'est un juif de Salonique. Oui, c'est ça. C'est un séfarade qui a des origines multiples, comme souvent. Alors il y a un peu de sang, il y a un peu d'Algérie, un peu d'Espagne si on remonte encore plus loin, avant Isabelle la catholique qui a chassé les Juifs d'Espagne et puis qui se sont retrouvés sur les côtes méditerranéennes, dont la Turquie, la Grèce, etc. et l'Égypte. Enfin, et donc j'ai des grands-parents paternels plutôt orientaux, on va dire, et puis une mère suédoise. Donc je suis sur un joli contraste. Voici mon deuxième mot, Mathilda. Oui. C'est le mot exigence. Ah, ça me définit bien. Je m'y retrouve. Vous y retrouvez. Oui, mais vous savez, dans l'exigence, il y a beaucoup de joie. Il y a une forme de jubilation comment dire, il y a un plaisir addictif à l'exigence. D'abord, l'exigence oblige au dépassement de soi. Et dans le dépassement de soi, il y a une sublimation de soi. C'est une façon de se transcender, d'une certaine manière. J'utilise un peu des termes religieux à dessein parce que je pense qu'il y a des parallèles. Et cette exigence, elle est aussi, elle peut être morale, elle peut être déontologique, elle peut être sur une vision de ce qu'est l'art ou de ce que devrait être un artiste ou de ce que devrait être un spectacle de théâtre. Alors moi, j'ai énormément d'exigences parce que la forme que j'ai choisie réclame de l'exigence. Je n'ai même pas l'impression que c'est moi qui la réclame, c'est la forme. Donc oui, la précision, la synchronicité, tout ça, c'est une exigence. Mais cette exigence, elle fait aussi des miracles. C'est-à-dire qu'elle permet aussi aux comédiens, et ils me le disent, de vraiment aller dans des endroits où ils ne sont pas allés avant, d'explorer et d'aller plus loin. Et ça, je l'ai appris par la danse classique. C'est la danse classique qui m'a vraiment montré l'exigence. Et je pense que les musiciens le savent aussi. C'est jamais assez bien, on continue de travailler. Et surtout, on apprend en étant exigeant que les limites ne sont pas là où on croit. Et ça, c'est très intéressant. C'est vrai, vous le disiez, vous avez été danseuse, premier prix du conservatoire quand même, de danse classique. Oui. Cette danse qui demande donc beaucoup de discipline et d'exigence. Ah oui. Est-ce que ça a été aussi une demande de vos parents ? Est-ce que vous avez des parents exigeants ? J'ai des parents exigeants sur le plan moral, ils ont une éthique. Il y a vraiment des choses qui sont absolument inadmissibles pour eux. Par exemple, le mensonge est une chose à laquelle ils sont profondément allergiques. Donc, quelqu'un qui ment, pour eux, c'est un scandale absolu. Et ils ont comme ça une façon de... Ils sont outrés par certaines choses qui montrent qu'effectivement, ils ont une rigueur morale sur certains plans, bien sûr. La danse, c'est une façon de façonner le corps. Est-ce que, vous le disiez un peu, ça façonne aussi l'esprit, oui. Finalement. Ça a été votre première formation ? Oui, la formation de danseuse classique a formaté effectivement mon esprit, notamment sur la question du travail. Quand j'entends, au départ, dans ma carrière de comédienne, j'ai rencontré des comédiens qui avaient des difficultés, qui disaient c'est dur, j'y arrive pas. J'avais envie de leur dire viens prendre un cours de danse. Parce que la difficulté, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait de la danse classique,
tout paraît presque facile. Alors, évidemment, rien ne l'est quand on veut le faire bien, mais malgré tout, c'est une école du travail, quoi, et du dépassement de soi, de l'effort, un sens de l'effort. Je crois que j'ai un sens de l'effort qui est supérieur, et une résistance aussi, une résistance à la fatigue et tout ça, qui est supérieure à la norme, mais comme tous les danseurs. Hein. Maintenant, vous-même, vous êtes dans la transmission, vous donnez des cours, je crois. Ça m'arrive, des stages, oui. Voilà, parfois. vous avez votre propre compagnie, la compagnie des 2M. Quel type de professeur êtes-vous? Exigeante, justement, ce dont vous parlez? Mais l'exigence, c'est de l'amour aussi. Ça veut dire qu'on dit à l'autre qu'on attend beaucoup de lui et qu'il est capable d'y aller. C'est ça aussi l'exigence. Ne pas avoir d'exigence, c'est se dire que l'autre, il va là où il peut, puis tant pis pour lui. Oui, il y a de l'exigence dans ce que je propose, mais il y a aussi beaucoup de... Comment dire? Il y a une méthode par personne. Moi, je n'ai pas une méthode de direction d'acteur. Je crois qu'il faut être très psychologue et comprendre qui on a en face de soi, quelles sont ses résistances et pourquoi, ou quelle est son énergie et comment l'utiliser. Enfin, mais non, j'essaye de donner le goût du geste et puis d'encourager les comédiens à se rendre, à pouvoir dire, par exemple, à un réalisateur qu'il y a souvent du pléonasme, faute de confiance. C'est-à-dire que sur certains scénarios, on voit des choses qui sont écrites, des dialogues écrits qui peuvent n'être que joués sans mots. Il y a beaucoup de pléonasme. Et je leur dis, regardez ce qu'on arrive à dire avec si peu de choses, regardez comme c'est parlant. Et peut-être on peut suggérer aussi aux réalisateurs de faire confiance à un regard, à un mouvement, et de se dire que, tiens, est-ce la peine de le dire, par exemple. Mais bon, il y a toute une approche qui est la mienne, par le corps, je travaille sur les ralentis, sur la coordination, sur l'équilibre, la synchronicité. C'est beaucoup d'exercices très ludiques qui donnent accès aussi à des perceptions qui mettent les gens en contact. Et souvent, les stages que j'ai faits, les gens restent en contact parce que ça sollicite leur attention et ça favorise la rencontre. La société de consommation et puis la société dans laquelle on vit axe beaucoup les relations sur les rivalités, la compétition. Et je crois que c'est absolument contre-productif. Et ça met les gens en porte-à-faux les uns vis-à-vis des autres. Chacun a peur de l'autre ou a peur d'être écrasé. Il y a toujours ce rapport vertical de domination, d'infériorité et tout. Alors que quand on a beaucoup plus en commun qu'on le croit, nous, êtres humains, je pense. Et cette approche par le corps montre aussi qu'on a des réflexes communs où on se reconnaît, on se retrouve et qu'on a beaucoup de choses à partager et on se ressemble plus qu'on le croit. Exigence également pour vos 2 enfants. Votre fille Sarah, qui elle est partie dans une autre direction, elle produit des meubles en Indonésie. Ouais. Des meubles qui sont très épurés, verticaux quand même un peu. Très épurés, oui, mais avec des matériaux nobles, éthiques. Donc c'est une belle marque qui s'appelle Kozame. Exigeant justement. Kozame, ouais. Ouais, c'est exigeant, mais c'est beau, c'est esthétique et c'est une façon aussi de concevoir. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui conçoit la consommation autrement et heureusement. Et oui, j'ai un fils musicien, donc et votre fils de Jules fait. est musicien, Voilà. exactement. Donc l'exigence, elle est en eux de fait par simple transmission. J'ai pas besoin même de leur dire. Je pense que c'est par l'exemple surtout que l'éducation se fait, de comment on vit nous adultes, nous parents. C'est peut-être plus ça qui amène les enfants à devenir qui ils doivent devenir que ce qu'on fait consciemment pour eux, je pense. Votre fille a pris totalement le contre-pied quand même. Je ne sais pas si c'est un contre-pied parce que elle invente sa vie librement. D'abord, elle va choisir. Avec 2 parents comédiens, artistes, Gérard Darmon et vous-même, et elle-même est partie dans une autre voie en Indonésie, en plus loin. Oui, mais alors ce qu'il y a en commun, c'est que c'est une aventurière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller loin à 24 ans, seule.
Et donc, avec beaucoup de courage et une foi qui lui permet d'avoir confiance et se dire qu'elle va travailler loin et construire sa vie comme elle l'entend. Donc il y a une forme à la fois de liberté ouais, il y a le goût de l'aventure. Ça, on a ça en commun. On n'a pas besoin d'être artiste pour être dans l'aventure. On peut aussi être créatif autrement. Donc, je ne vois pas ça comme un contre-pied spécialement. Je vois ça comme... Elle trace sa propre un voie, contre-pied, bien sûr. ce serait uniquement une action en réaction à ce qui on est. Or, je ne pense pas. Je pense qu'elle est suffisamment libre pour ne pas avoir besoin d'être en réaction opposée. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Continuons avec ce troisième mot que je vous propose. C'est le mot échec. Ah. Votre rapport à l'échec. Les échecs qui construisent aussi les succès. L'échec, j'ai été face à l'échec très jeune et de façon peut-être un peu traumatique parce que je m'en souviens encore et ça m'a vraiment marqué. Le premier échec cuisant, retentissant et fracassant, c'était de ne pas être prise à l'Opéra de Paris. Pour moi, c'était vraiment le drame. Et je m'en souviens encore, j'avais 8 ans et de ne pas être prise, ça a été... terrible pour moi. Je mettais tous mes espoirs Je voulais rentrer à l'école de danse de l'opéra, quoi. C'était le rêve absolu et j'ai pas eu accès. Et ça m'a vraiment... J'ai vécu ça sur le moment comme un échec. Évidemment, avec le recul, la fameuse phrase « un mal pour un bien » s'avère quasiment toujours vraie. Puisqu'avec le recul, je me dis, mais heureusement que j'ai pas été à l'opéra, parce que après j'ai continué à aller régulièrement à l'opéra, à côtoyer certaines danseuses de ma génération et de voir que c'était tellement dur, elles étaient tellement marquées par la souffrance, par la rivalité, je les ai pas trouvées hyper épanouies. Donc j'ai l'impression que finalement, en ce qui me concerne, et peut-être qu'on peut l'imaginer philosophiquement comme ça, l'échec est un cadeau déguisé qui est en réalité une réorientation de la vie, que ces échecs sont des signaux, ces portes qui se ferment sont des portes qui juste permettent de prendre le virage qu'il faut prendre au final pour aller vers soi-même. Ça a été le cas aussi dans le cinéma, avec parfois des semi-échecs, comme Isabelle Eberhardt, qui était un beau rôle. Ou 3 places pour le 26 aussi. Oh oui, moi je crois que je fais que des échecs au cinéma. Enfin, j'ai pas de souvenir, un énorme succès. Hein. Et les échecs de la vie privée, est-ce qu'il y a des blessures irréparables ? Comment dire ? Je crois que le mot échec n'est pas présent dans mon vocabulaire. Parce qu'un échec, il y a une finalité. Or, moi, je suis en mouvement, je suis en développement. Donc, un échec, pour moi, je le vois plus comme une épreuve signifiante qui raconte quelque chose et qui réoriente de façon constructive. Donc, l'échec, c'est pas un mot que j'emploie. Même une rupture sentimentale, pour moi, n'est pas un échec. C'est aussi une épreuve qui se traverse douloureusement, certes, mais qui est une source d'apprentissage. Donc c'est un échec si on n'en fait pas quelque chose, si on ne transforme pas. C'est pas ce qu'on vit qui compte, mais comment on le vit et qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Donc les épreuves, certes, mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça raconte de soi, de ses choix ? Finalement, parce qu'il y a beaucoup de choix qu'on fait dans la vie qui sont des faux choix, qui sont des choix dictés par des raisons inconscientes et qui vous amènent à fréquenter les mauvaises personnes. Voilà, donc ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Oui. C'est ce qu'on dit. Évidemment. Et peut-être avec l'âge, l'expérience, on arrive à plus d'apaisement. On méprise les hauts et on reprise les bas, comme dirait Jacques Chirac. Non, mais avec l'expérience, je me dis, mais nombre d'événements que j'ai pu prendre comme des échecs sur le moment qui s'avèrent être des cadeaux déguisés, avec le recul, c'est frappant. C'est vraiment frappant. Heureusement que je n'ai pas été prise à l'opéra. Heureusement que tel film n'a pas abouti. Heureusement même que ma carrière d'actrice est devenue même un peu...
manquait de sens à un moment donné, que les rôles devenaient de moins en moins intéressants, heureusement. Si les rôles avaient continué à être très passionnants, comme au début de ma carrière d'actrice, est-ce que je me serais mise à écrire? Est-ce que je serais passée à la mise en scène? Enfin, tout dans ma vie fait sens aujourd'hui pour que je sois là où je suis. Vous avez décuplé votre créativité Ah et oui. le succès est venu. Et c'est un grand succès maintenant sur scène. C'est Alors, quand même formidable ce que vous faites. Merci. Et il y a quand même un public qui est d'accord. Allez, je vous propose le dernier mot. C'est le mot sens. Tiens, S-E-N-S. Sens. Il y a différents sens au mot sens, les 5 sens. Ouais, les 5 sens. Comme je le disais tout à l'heure. Hein, Quel est votre sens préféré? Louis. Ah, vous étiez rapide. Ouais, Tout de sans suite, hésiter. Parce que j'entends tout et que je trouve que c'est un cadeau d'entendre si bien. D'abord pour vivre la musique, parce que je ne l'entends pas, je la vis. Donc entendre la justesse, entendre l'émotion à travers un instrument ou une voix, entendre la synchronicité d'un orchestre symphonique, entendre une partition de jazz, une impro, entendre toutes les musiques que je suis capable d'entendre. Et Dieu sait si je me balade dans tous les genres et j'ai vraiment un amour pour toutes sortes de musique. Donc le Louis, pour moi, est l'endroit par lequel je vibre le plus, et puis ça atteint le corps, donc la musique parle à différentes parties du corps même. Donc c'est absolument vibratoire et essentiel. Donc oui, Louis. Mais les sens... vous voyez, je sollicite les spectateurs dans mes spectacles justement par d'autres sens que ceux qu'on a l'habitude de, sur lesquels on se repose habituellement, en enlevant la parole, justement. Et puis le sens, la quête de sens, au sens plus large, c'est le parcours d'une vie, c'est le parcours de ma vie aussi, c'est-à-dire que j'ai fait un long travail pour justement chercher à donner du sens à ma vie. Je me suis énormément questionnée profondément et de façon existentielle sur qui j'étais. Et ce statut d'acteur, d'actrice, il est un peu... il est vulnérabilisant dans la mesure où on dépend du désir des autres. Donc par définition, c'est déstabilisant d'être dans cette attente, de savoir si on me plaît plus, de rencontrer des réalisateurs en espérant qu'ils veuillent bien de vous. Enfin, il y a quelque chose de très fragilisant, psychologiquement. Donc j'ai eu 10 années, une quinzaine d'années même, de rencontres merveilleuses avec des réalisateurs passionnants. Et puis après, ça s'est dégradé. Et j'ai eu besoin de donner du sens à mon existence. Et je me suis questionnée profondément sur ce sens. Et je me dis, quelle est ma spécificité? Quelle est ma singularité? Qu'est-ce qui me définit? C'est ça la vraie question, je pense qu'on peut tous se poser, artiste ou pas, qui permet d'accéder à sa place, sa juste place, qui n'est pas une place en relation avec l'autre ou forcément en rivalité, ou c'est pas la place de quelqu'un d'autre, c'est sa place à soi. Je ne suis en compétition avec personne, je cherche juste un endroit et je crois que chacun peut trouver son endroit puisque chaque être est unique. Le tout, c'est de trouver sa singularité. Ma singularité, elle est faite de disciplines différentes et d'une multiplicité de goûts, de musique, de danse, d'un certain type d'humour et d'un goût pour les humains, pour le comportement humain. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tout ça? Eh bien, j'ai trouvé cette forme, cette façon de faire des spectacles pour donner à voir, avec une loupe, d'une certaine manière, le comportement humain. Donc tout ça, c'est le fruit d'une recherche de sens profonde sur mon existence et de donner du sens à tout ce qui m'a traversé, tout ce qui me traverse, et d'en faire quelque chose et de le partager avec d'autres. Vous avez donc trouvé votre place aujourd'hui, à l'intersection de vos désirs. Exactement, mais ce n'est pas une place figée, c'est-à-dire que pour l'instant, l'espace théâtral pour moi est un lieu de tous les possibles, un lieu où mon imaginaire se déploie, donc j'adore ça, mais c'est pas dit que ce soit le seul lieu. Je veux dire, peut-être que l'image, peut-être que la musique, je m'exprime, après
on verra. Je pense que c'est le sujet aussi qui peut donner la forme. On parle du sens, bien sûr, le sens de la vie et le sens. Qu'est-ce qui fait sens, en fait, au lieu de dire faire sens, S-A-N-S, faire sens plutôt. Quelle est votre spiritualité ? Alors, ma spiritualité, elle est très présente et je pense que ce n'est pas forcément religieux en ce qui me concerne, mais je mets le sacré pour l'instant sur une scène de théâtre. Alors, ça peut sembler un peu extrême peut-être, mais pour moi, l'espace théâtral est un espace sacré où l'humain se transcende. Donc ce sont des termes religieux. Et puis il y a une forme d'abnégation quand on s'investit comme je le fais dans chaque spectacle et que je mets une part de moi et que je n'ai aucune distance entre qui je suis et ce que je fais. C'est presque sacrificiel, entre guillemets. Hein. On rentre en autarcie, comme on peut entrer en religion. Et puis, je me dis, bon, les gens qui se donnent la peine de venir au théâtre, qui achètent leur place, qui s'assoient à côté de quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux, qui ne connaissent pas, qui se mettent ensemble dans cet espace, pour moi, on leur doit de proposer un voyage et de les transporter quelque part. On ne peut pas juste... un espace de communion. Oui, un espace de communion, exactement. Vous voyez, c'est que des termes religieux, donc je crois que le sacré, le spirituel, pour moi, il est dans l'espace théâtral, dans ce huis clos qui nous rassemble tous, pour moi. Il est dans l'art aussi, il y a du divin, je veux dire, entre... Dieu existe, et donc Mozart existe, Prince existe, donc Dieu existe. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du divin, notamment dans l'expression du talent. Pour moi, le génie, par exemple, ce qu'on appelle le génie, et on en connaît tous, on a tous peut-être des attirances pour certains, Léonard de Vinci, d'autres Mozart, ou des films, des œuvres d'art. Pour moi, l'art transcende l'humain et donc il y a une forme de grâce, oui, il y a l'humain sublimé, quoi. On parle de transcendance et vous vous redressez, Mathilde Amet. Oui, je me déploie. Cette verticalité, plus pratiquement, vous-même, vous avez, dans votre intimité, il y a une pratique de la foi, il y a des rituels, des prières, Il y a la foi. Il y a une foi en la vie. Je peux pas dire... D'ailleurs, on dit souvent qu'il faut avoir confiance en soi, etc. Franchement, ce diktat est un peu, pour moi, source de déception. Quand on n'accède pas à la joie, on n'accède pas à l'équilibre, on se dit que on n'y arrive pas, quoi. On est face à un échec. Alors que, parce que c'est très compliqué d'avoir confiance en soi. Je veux dire, on a tous des égos vulnérables, on a tous des parts d'ombre. C'est compliqué d'avoir la confiance en soi. Mais la confiance en la vie, c'est une forme de foi. La vie a beaucoup d'imagination, plus que soi, et vous emmène sur des chemins imprévisibles aussi. Et c'est ce qui m'est arrivé. Si on m'avait dit il y a 15 ans, tu vas être auteur-metteur en scène de spectacles sans parole, un truc, j'aurais jamais cru que c'était possible. Donc, rétroactivement, je me dis, mais vraiment, il faut avoir foi en la vie. Elle vous propose des choses, elle peut vous montrer elle peut vous mettre sur votre chemin, ne serait-ce que des rencontres, si on est disponible pour ces rencontres. C'est ce qu'on appelle ensuite la chance, mais non, c'est une disponibilité. Donc, là, vous parlez de la vie. J'ai lu quelque part que Haïm voulait dire vie, oui, en hébreu. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment, vous êtes l'incarnation de la vie. Allez, je reviens auprès de vous pour la dernière partie, la conclusion. Okay. À tout de suite, Mathilde. À tout de suite. Alors Mathilde Amet,
Comment est-ce que vous avez vécu, ressenti cette expérience ? À mi-chemin entre le confessionnal et le cabinet de psy. Non, c'est intéressant. J'ai oublié qu'on était filmé. Donc, ça, c'est bon signe. On est rentré dans une conversation que je trouve plutôt plus approfondie que la plupart du temps. Donc, c'est agréable d'évoquer aussi l'origine des choses, c'est-à-dire le pourquoi du comment. Comment naissent les vocations, notamment. Voilà, puis une vision peut-être un peu plus poussée, un peu plus intérieure sur la vie, et qui dépasse le cadre justement de simplement la présentation d'un spectacle, quoi. Vous parlez de vocation, cette vocation, elle est née de vos 2 parents, la vôtre en tout cas. C'est un mélange, c'est vrai qu'aujourd'hui... Maman chorégraphe, danseuse, mon et père, papa dramaturge, auteur, journaliste au départ. Ouais, auteur D'où dramatique. l'observation que vous disiez, dont vous parliez au début de l'interview. Vous êtes une grande observatrice aussi. Ce sont 2 artistes, donc c'est compliqué de bifurquer complètement ailleurs et loin. Et là, il y a d'une certaine manière, dans mon théâtre, il y a un peu les 2 parents. Je suis auteur, donc je raconte une histoire, comme mon père a raconté toute sa vie des histoires au théâtre, et puis j'utilise le langage du corps qui est celui de ma mère. Donc on est dans la fusion totale des deux influences, avec aussi mon histoire, mon parcours, et comment je transforme tout ça en des spectacles hybrides et multiples, quoi, hein. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a plus touché que les autres parmi les 4 proposés? Le mot sens. Le mot sens, je trouve qu'il est... Échec. Il est large. Il est large et il est intéressant à creuser parce que on est tous à la recherche du sens de notre vie, le sens qu'on donne aux épreuves, le sens qu'on donne à une parole, à un geste. On trouve du sens partout. Et puis le sens d'un parcours. Qu'est-ce que ça raconte sur la longueur d'une vie, le sens d'un objectif, le sens de ses rêves. Donc, moi, le sens, c'est un mot que j'aime beaucoup, quoi, qui résonne sur plusieurs fronts, quoi. Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois d'être coupé de votre parole, justement, puisque vous avez choisi quand même cette voie-là, de trouver du sens, du signifiant et du signifié dans les gestes, dans des paroles, mais sans qui veulent rien dire. Ah, si, elles veulent dire. Oui, on en a parlé au début, mais ce spectacle, ces spectacles très particuliers que vous avez créés, ils sont nés d'une histoire aussi? Oui, mais c'est une façon de prendre la parole, à ma façon. C'est justement, je prends d'autant mieux la parole que c'est à ma manière. C'est pas en vous avez trouvé votre propre voix. Oui, avec mon propre langage. Avec votre propre nom aussi. Et puis mon propre langage surtout. Et votre propre langage. C'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver quand on est artiste, c'est son style à soi, je crois. Et je crois qu'une fois qu'on a trouvé sa langue, d'une certaine manière, on peut tout raconter. Prochain spectacle dans la même langue? La langue Mathilde Amet? Je ne fais que ça, hein. C'est mon 5e spectacle avec toujours cette même forme. Et je dois dire que c'est ce qui m'ouvre, ça me donne des ailes en fait. Le fait d'enlever les mots, ça déploie mon imaginaire. Donc j'aurais tort de... Voilà, et j'essaye malgré tout de varier quand même les propos, les sujets et même l'axe avec lequel je raconte les histoires. J'essaie de ne pas me répéter. C'est pas parce que j'ai trouvé une langue que je vais me reposer dessus, au contraire. J'essaie vraiment de renouveler les propos, les sujets, etc. Mais cette langue me permet de prendre d'autant mieux la parole, oui. C'est le cas de le dire. Mais déjà un autre projet ou non? Là, ça vient mais là je suis en autarcie sur make-up, je rêve make-up, tout, donc j'ai pas, pas encore, je peux pas, là j'ai pas d'espace mental. Oui, j'imagine. Ouais. En tout cas, je vous propose vivement de le voir. Make-up au Studio Marigny, c'est jubilatoire. C'est vraiment étonnant. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est vrai qu'on a 5 minutes. On peut, pour ceux qui ne connaissent pas, comme je le répète, la voix, le style, la parole Mathilde Amet, on peut être surpris au démarrage, puisqu'il y a effectivement une parole différente. Et puis ensuite, on est happé par ce spectacle très étonnant, décoiffant, parce qu'on est dans une loge de maquillage avec des acteurs époustouflants qui sont très, très... des musiciens du corps. C'est ça.
Bien dit. Et ça, c'est vous la chef d'orchestre. Merci beaucoup. Merci à vous. Mathilde Amet, merci à Merci. vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.